Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours au mois de mars, on parle toujours de la santé et on a la chance de recevoir Anne-Sophie et Laurine qui vont nous parler des maladies auto-immunes. Alors, vous voulez vous présenter ? Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Laurine Singaro, je suis comédienne et guide touristique à Paris. Et donc j'ai une alopécie universelle, ce qui signifie une perte globale de mon système pileux, donc perte de cheveux et de poils sur le corps en général. Voilà. Et bonjour, moi je suis Anne-Sophie Lenoir. Merci de l'invitation. J'ai un vitiligo, ce qui veut donc dire c'est une dépigmentation de la peau. Donc c'est immédiatement visible, puisque j'ai des taches blanches qui sont apparues sur le corps. Et donc ça fait l'effet d'un petit dalmatien et qui varie selon les saisons, s'il y a du soleil ou pas de soleil, avec une teinte plus ou moins visible ou pas. Voilà. Et tu es thérapeute aussi. Et je fais du coaching professionnel et je suis thérapeute aussi, ouais. Et thérapeute par le corps pour la petite histoire. Donc je pense qu'on sera amené à en reparler. Bon. Et Laurine, comment c'est arrivé ? Parce que ça peut être une angoisse en fait chez tout le monde en fait de perdre ses cheveux, de perdre son système capillaire. Alors de base, je tiens à rassurer tout le monde, c'est normal de perdre ses cheveux en fonction des saisons de l'année, ça n'arrive, voilà, c'est pas extraordinaire. Mais en l'occurrence, moi, ça va un peu plus loin, donc c'est une défaillance. L'alopécie, c'est une défaillance du système immunitaire qui fait que les globules blancs ne reconnaissent plus les follicules pileux comme étant normaux et donc ils viennent s'y attaquer, quoi. Donc ça provoque une chute. Alors il y a des variables dans cette maladie, ça peut être juste des plaques, ça peut être plus important. Moi ça a évolué en l'occurrence, mais on l'a détecté quand j'avais 6 ans, puisque en l'espace de quelques mois, je me suis mise à perdre vraiment l'intégralité de ma pilosité. Donc j'ai perdu tous mes cheveux, mes cils, mes sourcils, etc. Et donc c'est vrai que chez une enfant de 6 ans, ça interpelle un peu. Et donc ça, c'était dans les années 90. Donc l'alopécie était connue, mais on n'en savait pas non plus grand-chose. Et donc ça a été un peu la panique à bord. Donc on m'a fait subir plein de tests, etc. pour finalement en arriver à la conclusion que c'est une alopécie. Donc c'est pas grave en soi dans la mesure où ma vie n'est pas en danger, etc. Mais il n'empêche que c'est assez physiquement marquant aussi. Et donc on savait pas trop ce qui la provoquait et les médecins à l'époque étaient persuadés que c'était donc suite à un choc psychologique, trauma ou quoi que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, on m'a envoyé voir une pédopsychiatre. Mais au bout de mois et de mois d'expertise, entre guillemets, on s'est vite rendu compte que non, il y avait rien chez moi qui pouvait justifier comme ça une perte aussi brutale. Parce que c'est assez symptomatique, quand un enfant déclenche physiquement quelque chose comme ça, c'est qu'il y a un problème à un moment donné. Et donc à ce moment-là, elle a pris un peu mes parents à part et elle leur a demandé si dans leur passé à eux, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait expliquer que ensuite chez moi cette alopécie se déclenche. Donc il faut juste je veux juste préciser aussi quelque chose, c'est que l'alopécie donc c'est une maladie auto-immune, ce qui fait qu'on a un gène qui fait qu'on peut déclarer une maladie auto-immune, mais après ça peut avoir des effets différents. Donc moi en l'occurrence c'était une perte de cheveux, mais ça peut être ça peut être du diabète, ça peut être plein d'autres choses. Un vitiligo, exactement, tout à fait. Donc ça c'est un peu la loterie, on sait pas trop. Et ça peut ne jamais se déclencher non plus. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le gène et d'autres qui n'ont pas le gène. Exactement. Donc alors un choc psychologique peut déclencher la maladie, mais ça peut aussi ne jamais arriver. Donc là, en tout cas, ils se sont rendus compte que chez moi, il y avait rien en particulier, et tant mieux finalement pour moi, mais qu'effectivement, ça pouvait être lié au passé de mes parents. Donc à partir de ce moment-là, ça a été une piste d'exploration, notamment un peu du côté de ma mère, où il y a des choses qui pouvaient expliquer aussi que ça m'arrive à cet âge-là. Et donc, miracle, très vite, mes cheveux ont repoussé. Ça a duré peut-être 1 an et quelques à ce moment-là, et mes cheveux ont repoussé. Sauf que le moment où on te dit en fait que moi j'y suis pour rien et qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer que mon corps ait réagi, et il y a quelque chose qui s'est réglé chez moi
Et mon corps a dit ok, c'est cool, Tout va bien. Tout va bien finalement. Voilà, bon c'est bien, les choses sont faites quoi. Sauf que quand on vit ce genre de choses à cet âge-là, il y a des traumas qui se mettent en place, mais pas dans le sens où j'ai perdu mes cheveux, ça m'a traumatisé, mais dans l'expérience que ça a été de perdre mes cheveux et d'être confrontée aux enfants qui sont assez cruels quand même à cet âge-là. Donc en primaire, ça a été hyper compliqué. J'ai des séquelles en fait de cette période-là. J'ai aussi des blackouts où finalement les seuls souvenirs que je peux avoir de mon enfance, c'est pas que des souvenirs très joyeux, puisque c'est la seule chose qui m'a marquée et que je me suis mise en mode survie à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire que je faisais comme si de rien n'était. J'avais beau avoir 6-7 ans, j'avais envie de protéger mes parents aussi de ce que je vivais intérieurement, parce que je suis issue d'une famille nombreuse, que j'ai une petite sœur qui est née à ce moment-là, donc ça a été très compliqué. Mais j'étais en train de m'auto-détruire en fait à cet âge-là, quoi, et ça, personne ne s'en rendait vraiment compte. Donc derrière, quand mes cheveux ont repoussé, je me suis mise en tête que je n'avais rien vécu, qu'il ne s'était rien passé et que je ne voulais plus jamais entendre parler de cette histoire. Donc personne s'en est rendu compte parce que tu en parlais pas, les gens le voyaient pas. Non, en fait, je me souviens d'une phrase que ma mère a pu me donner. Elle m'a dit une fois que je donnais l'impression que tout allait bien et que j'étais une petite fille normale, qui était contente d'aller à l'école, qui avait toujours le smile, etc. Alors qu'en fait, moi, l'expérience que j'ai de cette époque-là, c'est pas du tout celle-là. Hein. C'est vraiment la peur au ventre d'aller à l'école parce que je mettais un foulard à ce moment-là. Ça avait été spontané. J'ai tout de suite eu envie de me protéger le crâne parce que c'était mon talon d'Achille finalement, ma vulnérabilité, parce que les cheveux sont là pour protéger par définition le cuir chevelu, quoi. Et en fait, il y a des gamins, je me souviens dans le préau, qui passaient derrière moi, qui m'arrachaient mon foulard, qui partaient avec, on me pointait du doigt dans la cour. Enfin, il y a peu d'enfants qui voulaient jouer avec moi. J'étais un peu le pestiféré, la paria, voilà, parce qu'en fait, j'étais devenue un peu un animal de foire, quoi, où les gens se posaient la question, est-ce que j'ai un cancer, enfin, à la hauteur d'un enfant. C'est-à-dire que, voilà, ils savent pas ce qui se passe, mais ils voient qu'il y a quelque chose qui est pas normal, quoi. Et comme les parents sont pas toujours prêts à expliquer ou capables d'expliquer à leurs enfants qu'un enfant qui physiquement a un souci, voilà, c'est pas parce que c'est un monstre en fait, c'est juste parce qu'il peut lui arriver quelque chose, etc. quoi. Donc bref, quand j'ai grandi avec l'idée que j'étais un monstre en fait. Donc à l'adolescence, je me suis complètement refermée. Je rasais les murs. Il fallait que je sois parfaite pour que les gens m'acceptent. À l'école, il fallait que je sois au taquet, que je réussisse tout, parce que sinon, comme dans mes croyances, je méritais pas d'exister parce que j'étais un monstre. Et j'allais être rejetée. Il fallait que mes parents m'aiment à tout prix. Donc, enfin bref, ça a été terrible, quoi. Donc, je vous laisse imaginer aussi les relations toxiques que j'ai pu avoir du coup à partir de ce moment-là. Enfin bref. Donc en devenant une femme, les séquelles étaient tellement importantes que quand j'ai dû devenir adulte et avoir ma propre personnalité, donc à partir du lycée, quoi, la maladie qui avait été vraiment qui s'était mise en silence pendant des années est réapparue en mode tu voulais que je disparaisse, mais non, je suis bien toujours là. Et donc j'ai recommencé à faire des plaques. Parce que là, t'avais tout Donc là, j'avais tout récupéré pendant des années. J'étais redevenue normale, mais que extérieurement, parce qu'en fait, intérieurement, j'étais une coquille vide, quoi. Parce que j'avais tellement peur, je m'étais mise en tête que si jamais, en tant qu'adulte, ça recommençait, j'allais mourir. Parce que je m'étais un peu cachée derrière le fait qu'en tant qu'enfant, on a une insouciance, on se rend pas forcément compte, et donc je l'avais vécu plutôt bien, alors que pas du tout. Hein. C'est juste moi qui me suis cachée derrière ces protections-là. Mais je m'étais persuadée que ça allait, que je tiendrais jamais le coup, quoi, que j'allais pas réussir à me confronter à nouveau au regard des autres. Enfin bref. Et donc, la maladie est revenue tout doucement. Donc voilà, au lycée, des petites plaques, je perdais un bout de sourcil, ça repoussait, etc. Et plus en fait ça réapparaissait, plus je m'auto-détruisais. Et le cercle vicieux de la maladie auto-immune, c'est que plus tu luttes, plus ça s'inflamme. Et donc, plus elle réapparaît, quoi. Voilà, il n'y a pas de mystère. Et donc, ça a été la descente aux enfers, progressivement. Pendant mes études, c'est pareil. J'essayais de cacher ça comme je pouvais, avec du maquillage, avec une pigmentation des sourcils, avec... tout. J'ai tout testé pour les cheveux, les plaques, les poudres que les hommes peuvent se mettre pour épaissir un peu quand ils ont une calvitie, etc. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Et la maladie m'a envoyé un gros signal à un moment donné, puisque quand j'ai fini mes études,
et que j'ai signé mon premier, donc j'ai fait des études pour devenir guide touristique, et quand j'ai signé mon premier contrat de travail, donc c'était décembre 2015, où je sortais d'une relation avec un pervers narcissique. Donc en fait, j'étais, je pense, à l'apogée de tout ce que je pouvais faire de mal, en quelque sorte, aussi bien au niveau des relations que... Pas de mal pour toi. Pour moi, évidemment. Et donc, décembre 2015, je signe mon premier contrat de travail en tant que guide touristique dans une boîte tenue par 2 hommes hyper malsains aussi, donc évidemment. Et à partir de ce moment-là, cette signature, c'est fou parce que j'ai vraiment un peu l'idée de signer un pacte avec le diable, quoi. Où j'ai signé mon acte de mort, en fait, puisque donc je signe mon contrat et là, la maladie passe un cap. Et dans les semaines qui suivent, je repère tous mes cheveux. Et plus je perdais, j'ai cette image de moi, parce que je faisais beaucoup de visites de la Tour Eiffel à l'époque, sur un banc dans le parc devant la Tour Eiffel, en train de manger un sandwich, de passer mes mains dans mes cheveux et d'avoir des montées, des pics d'adrénaline, parce que je voyais mes cheveux qui partaient dans mes mains. Et là, dissociation totale, puisque moi, j'avais associé ça à la mort, quoi. Et donc, voilà, plus je perdais mes cheveux, plus je mourais intérieurement. Au printemps qui a suivi, j'arrivais à peine à cacher mes trous, donc je mettais un bonnet tout le temps sur la tête. Je faisais des crises la nuit où je me réveillais en me grattant partout, j'arrêtais de m'alimenter, enfin bref. Et j'ai tenté tout ce que je pouvais pour m'autodétruire encore plus, puisqu'il n'y a pas de traitement avéré pour la maladie de l'auto-immune, enfin de l'alopécie. Il y a plein de possibilités, mais en fait, ça fait plus de mal qu'autre chose, puisque c'est c'est quoi, c'est des piqûres, non? Ouais, alors on peut faire de la cortisone. Donc moi, j'ai été me faire hospitaliser 2 fois à l'hôpital Saint-Louis. Donc bolus de cortisone à fond pendant 3 jours, pendant 4 heures par jour, pour stopper en gros le système immunitaire. Sauf que moi, ça n'a pas du tout marché. Enfin, ça a même du coup ça a des effets secondaires assez importants. Donc voilà, ça a pas été terrible. Mais c'est le méthotrexate. Enfin, il y a d'autres traitements qui sont utilisés pour la radiothérapie. Enfin, où il faut être suivi toutes les semaines, faire des prises de sang. J'ai fait de la puvathérapie, donc c'est des UV à haute dose, parce que les UV, et c'est les UV les plus néfastes en soi, peuvent aussi rebooster le système immunitaire. Donc depuis, j'ai une sensibilité au niveau des yeux, parce qu'il fallait prendre des cachets pour dilater au maximum les pores de la peau. C'était des photos sensibilisants, quoi. Donc bref, ça m'a détruit les yeux. Enfin, et donc à ce moment-là, j'ai été dans un état de stress post-traumatique, donc je dormais quasiment plus, je pleurais tout le temps, et il y a un jour où je suis... Pardon, excuse-moi, t'étais pas suivie? Non, pas encore. Parce que je voulais pas, en fait, c'est pas que je voulais pas, mais c'est que dans l'idée de retourner voir quelqu'un, c'était accepter que ça revienne. Et pour moi, psychologiquement, c'était trop dur, donc je pouvais pas prendre la décision, moi, de retourner voir quelqu'un. Mais il y a un jour, justement, entre mes 2 hospitalisations, où je suis rentrée chez mes parents, parce que je vivais encore chez eux à l'époque. Et je suis même pas allée leur dire bonjour. Je suis rentrée du travail, je suis allée pleurer dans ma chambre. Tout ce que je pouvais, quel âge? J'avais, à l'époque, j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. Donc, vraiment toute jeune femme, quoi. Et là, ma mère est venue dans ma chambre et elle m'a vue, elle m'a dit, là, c'est plus possible, quoi. Je pense qu'ils étaient dans un état, eux aussi, ils étaient désemparés, ils savaient pas quoi faire, quoi. Donc là, ma mère m'a dit, il faut que tu retournes voir quelqu'un. Donc, par le biais de mon médecin traitant, j'ai eu le nom de ma thérapeute actuelle. Et ça m'a sauvé la vie, hein. Clairement, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai vraiment pu déjà accepter l'idée que ça revienne, mais en étant protégée de tout, quoi. Et j'ai pu traiter un peu vraiment toutes mes séquelles. Mais il n'empêche que j'ai dû quand même en passer par l'étape de me raser le crâne à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai repris une thérapie donc au printemps 2016, entre mes 2 hospitalisations à Saint-Louis. J'étais encore en phase de dissociation, mais au mois d'août qui a suivi, je pouvais tellement plus cacher mes plaques et tout, qu'il y a un jour où je rentrais du travail aussi, où je me suis vue dans la glace, je me suis dit là je peux plus. J'avais commencé à porter une perruque entre-temps, mais en enlevant la perruque, en voyant l'état de mes cheveux en dessous, mon corps a fait pareil, blackout, dissociation. J'ai été chercher la tondeuse de mes frères, la tondeuse à barbe de mes frères, et j'ai rasé tout ce que j'avais sur le crâne, qui me restait, quoi. Et je me suis vue, et je me vois encore, j'ai cette image de moi dans le couloir de chez mes parents, face à la porte de la salle de bain, assise par terre, les cheveux littéralement dans la main, quoi, à pleurer. Donc j'ai touché le sol, hein, vraiment. Et avec 2 options, en me disant, soit je mets mes cheveux à la poubelle et j'avance, parce que là, de toute façon, ça peut pas être pire, quoi. Soit je m'effondre, et en fait, je meurs, quoi, parce que dans ma tête, c'est vraiment cette croyance-là. Et je me suis dit, non, Laurine, tu vas y aller, tu vas faire quelque chose. J'ai mis mes cheveux dans la poubelle.
Et je crois que c'est une image que j'oublierai jamais. Je guettais même les éboueurs pour vous dire à quel point c'était. Pour les voir partir. Ouais, c'est hyper fort, quoi. J'avais peur de savoir que la poubelle allait être récupérée. Enfin bref. Et à partir de ce moment-là, c'est cette image de toucher le fond puis de remonter, quoi. Et donc, je me suis réinscrite parce que j'ai toujours fait un peu de théâtre, mais j'avais arrêté à l'époque parce qu'on peut pas tout associer. Et donc, j'ai repris, je me suis inscrite dans une école de théâtre et de cinéma. Suite à ça, j'ai fait un court-métrage où je me suis retrouvée à enlever ma perruque dans un parc à Paris pendant un tournage justement devant une équipe que d'hommes. Enfin, en fait, ça a été aussi salvateur. Ça m'a aidé en parallèle comme une seconde thérapie, le milieu artistique. Et aujourd'hui, j'essaye au maximum d'en faire un atout, quoi, de pouvoir montrer que, en tant que comédienne, on peut aussi avoir accès à des rôles de femmes sans cheveux et que, voilà, dans la société actuelle, ne pas avoir de cheveux en tant que femme, c'est très compliqué quand même. Hein. Donc voilà, en gros, pour résumer un petit peu mon parcours de vie. C'est très dense. Ouais, carrément. On va revenir sur plusieurs petits éléments pour justement toute cette reconstruction qui est hyper intéressante. Oui, qui passe par tous les niveaux, aussi bien intime que physique. Enfin bref. Ça fait écho, toi, son histoire, qui est quand même une histoire assez forte. Est-ce que ça fait écho, oui et non, parce que j'entends que toi, tu as eu la maladie enfant, ouais, et que moi, c'est arrivé adulte. Et T'avais quel âge ? J'avais 30 ou 31 ans. Et du coup, j'ai pas tout ce parcours, enfin, tu vois, de l'enfance. Et là où, quand ça arrive à 30 ans, donc adulte, en fait, et que tu connais ton corps, enfin, toi, t'es habitué, enfin, la puberté est bien passée. Et que petit à petit, tu vois ton corps, donc moi, j'ai des taches. Et comme tu le disais justement, en fait, il y a quelque chose dans l'ordre de ces maladies-là. Il y a rien de grave. Tu vas pas mourir. C'est pas transmissible. Ça te gratte pas, ça te brûle pas. Enfin, je dirais, c'est qu'un inconfort psychologique, on va dire, qui s'amplifie avec le regard des gens sur soi. Et c'est là où tout devient exponentiel. Et enfin, le regard, les mots, parce qu'il n'y a pas que les regards, les regards, les mots et tout ce qu'on va se raconter dans nos têtes. Enfin, en tout cas, ce que moi, je pouvais me raconter dans ma tête. Et c'est vrai que quand, je sais pas, j'ai envie de dire, t'as une vie normale. C'est-à-dire ton corps a la peau qu'il a. Enfin, moi, mon corps avait la peau qu'il a. Et je me souviens, un jour, je suis devant un miroir et puis je vois une petite tache sur le front et une autre que j'avais pas vue sur la main. Puis je regarde, tiens, c'est bizarre. Et puis j'en parle à une copine qui me dit, qui elle est une snipeuse t'as un petit bouton là, elle le voit. Me dit, mais tu sais, ça fait un petit moment que tu l'as et puis t'en as une sur la main. En fait, j'avais pas vu celle de la main. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Et puis je m'en inquiète pas. Et en fait, la maladie, elle a évolué. C'est marrant parce qu'il y a plein de trucs dont je me souviens pas. Tu vois, parce que finalement aujourd'hui j'en ai 44, donc ça fait 13 ans qu'elle est installée, enfin qu'elle s'installe. Et en fait, c'est très étrange de se regarder dans la glace et de se voir se transformer. Et en soi, encore une fois, je sais pas comment dire. À la fois, on peut le voir comme étant rien du tout, et à la fois se voir en fait d'un seul coup, c'est comme une invasion. Voilà. Il y a un truc, tu te regardes dans la glace, t'as ton visage est normal, les gens te renvoient, mais c'est pas grave, t'es belle comme ça, t'es gentille, tu te réveilles un matin avec une tache qui te prend l'œil, la bouche, jusqu'à l'oreille blanche, alors que puis moi j'ai une peau mate en plus qui bronze très vite, donc le contraste est encore plus marqué. Et évidemment, si t'avais ça, je te dirais aussi que t'es beau et t'es belle, hein. Mais en l'occurrence, c'est sur ma tête, donc laisse-moi apprécier que c'est immonde en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est ça qui est un peu schizophrénique, c'est-à-dire que c'est hyper flippant de se dire oh là là, j'ai une maladie, je suis en train de changer de couleur de peau, mais je ne suis que en train de changer. Enfin, tu vois, il y a ce truc, c'est pas grave et c'est purement psychologique en fait. C'est purement, et comme tu dis, il y a pas de traitement. Enfin, pour le vitiligo non plus, il y a pas un traitement qui te fait dire tiens, tu as ça, donc tu mets cette crème là, tu fais ça, tu fais ça. Et c'est vraiment. Ouais, moi je me souviens, j'avais un côté un peu gênant de me dire j'ai ça, c'est grave, c'est pas grave, c'est à quel endroit la placer alors que c'est esthétique et que l'esthétisme chacun le met à sa pendule. Moi j'ai pas un attachement particulier à cela, mais
putain, pardon, quand j'arrivais face à mon miroir, je me disais, c'est quand même super moche, quoi. Enfin, je me trouvais super moche, j'étais hyper gênée, je me maquille pas en plus, donc parce que par le maquillage, il y a plein de, on peut camoufler. Et en fait, t'arrivais derrière, j'ai eu des plaques qui sont arrivées blanches sous le bras, sur le décolleté. Donc j'ai arrêté les débardeurs l'été, les petites robes, tout était manches longues. Si ça pouvait déborder jusque près des doigts, c'était mieux. Si c'était au ras du cou, c'était parfait aussi. Et donc j'étais tout le temps couverte, non pas pour me protéger du soleil, mais parce que je voulais pas que ça se voie, quoi. Et ça évolue en combien de temps? En fait, ça a évolué, donc ça progresse toujours depuis 13 ans. Au début, c'était asymétrique, donc j'en avais sur le visage, sur les mains, mais pas sous un bras, mais pas l'autre, sous un truc. Donc, c'est les médecins savaient pas trop me dire. Et puis, en fait, il y a quand même des plaques qui se repigmentent. Et c'est en ça où je crois vachement au pouvoir de au pouvoir de la conscience qui réalise quelque chose. C'est qu'au début, donc j'en avais sur le visage, et un jour, je me suis dit, en fait, ça peut être partout, mais sauf sur le visage. J'en ai marre, en fait, de me regarder et de me prendre tous les jours dans la tronche le fait que je suis moche, quoi. Enfin, tu vois, enfin, dans le fond, je me trouve jolie. Enfin, tu vois, ça fait, voilà. Mais avec ce truc-là, je me dis, oh, mais c'est pas possible, c'est tellement laid, quoi. Plus le regard des autres qui pour moi était plus dur au début de comprendre, entre le regard insistant, le regard lourd, hein. Finalement, c'est les enfants qui sont les plus mignons parce que c'est immédiat. Dans la seconde, tu dis ouais, mais c'est quoi ça? Donc ça met tout le monde d'accord. Ceux qui n'osaient pas en parler, ceux qui se posent des questions, ceux qui ceux qui chacun dans sa tête, et moi ce que je peux me raconter de ce qui se raconte et qui du coup est très fatigant et très stressant. Ils posent le truc et ils posent le sujet et ils permettent briser la glace, d'en parler, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est super. Et un jour, je me dis, en fait, sur le visage, j'en veux plus. Et ben, sur le visage, j'en avais plus. C'est-à-dire que tout s'est repigmenté à tel point que quand j'en avais plus sur le visage, j'avais oublié que j'avais eu des taches sur le visage. Et c'est en voyant des photos que je me suis dit, complètement, puis elles étaient pas visibles, hein. C'était bien le front, bien les lunettes, donc c'est comme un bronzage de lunettes, c'est tout autour des yeux. Alors, je veux dire, c'était gros comme, j'avais oublié. Et il était en train de se résorber, et c'était super. Je m'étais mis une espèce d'équipe avec moi. J'avais une dermato-coach qui, quand j'allais la voir, me disait, me remontait le moral quand je pleurais en disant ça va pas marcher, j'en ai marre. Et quand ça marchait, elle me disait bravo, c'est bien, elle me faisait des hugs, elle était vraiment super. J'allais voir une psy qui faisait de l'hypnose, pas spécifiquement pour la maladie, mais pour la vie en général. Et aussi pour la maladie. Et donc, ça m'a vachement aidée. Et j'allais voir une femme formidable qui s'appelle Christine Breton et qui fait du shiatsu. Et mais maître shiatsu avec son art de pas y toucher. Donc, avec ce triptyque-là, en fait, la maladie se résorbait. J'étais bien dans mon âme, j'étais bien dans mon corps, j'étais déterminée pour contre la maladie, etc. Et puis, moi, j'aime pas les routines. Pour moi, c'est trop contraignant de faire tout le temps la même chose. Et le traitement que j'avais me donnait des cheveux gras. J'avais tout le temps les cheveux sales, en fait, un peu. Et je me suis dit, attends, je fais pas un truc esthétique pour avoir un autre truc esthétique qui revient derrière. Enfin, j'ai commencé à arrêter, à mettre ça dans la phase en me disant, ça va se gérer tout seul, à plus me basculer en conscience, mais plutôt genre casse-déni. Et puis gentiment, il s'est réinstallé et ouais, voilà, il y a plein de phases, quoi. Il y a la phase de j'ai plus envie de sortir. Enfin, il y avait même la phase où je voulais pas sortir, quoi. Il y a des phases quand l'été arrivait, c'était grosse source d'angoisse parce que l'hiver à Paris en plus, t'as vite la peau blanche, donc le contraste était tellement faible que moi-même je pouvais l'oublier et plein de gens me disaient mais ça se voit pas. Mais vraiment? Parce que parfois, je croyais qu'il me mentait. Mais en fait, non. Après, j'ai pu vérifier que non, c'était vrai. Parce que j'en venais à me raconter des histoires que les gens me racontaient, des histoires pour me rassurer parce que bref. Mais c'est ça qui est vraiment fort dans cette maladie. Je trouve c'est vraiment de soi à soi. Parce que je dirais sur le papier, on s'en fout.
tu vois, on va pas mourir, on le transmet à personne. Enfin, j'ai déjà dit, mais tu vois, il y a tout ça. Et tu te dis, mais pourquoi d'abord, pourquoi c'est là? Pourquoi ça me fait chier? Pourquoi ça, enfin, voilà. Et donc, c'est haut et c'est bas, c'est vraiment, c'est purement psy, quoi. Puis quand j'ai vu que je pouvais l'enlever et que je pouvais le faire et qu'il pouvait revenir, je me suis dit, et comme tu disais, c'est un combat. Ah oui. C'est-à-dire que quand j'étais en lutte contre lui, bah, il y allait de plus belle, quoi, tu vois. Et quand je disais, bon, bah, vas-y, chill, il y allait de moins belle, mais il y allait quand même. Mais c'est vraiment, c'est le fait que ce soit psychologique, et de par mon métier, moi, j'accompagne donc des gens qui ont des traumas ou pas de traumas, mais qui ont envie de dépasser des choses dans la vie. C'est très questionnant pour moi, en plus, tu vois, de me dire, bon, moi, j'ai ça, à quel moment Ouais. l'histoire va se résoudre. Mais bon, ça, je pense qu'on va y venir après. C'est toute l'acceptation, enfin, comment est-ce qu'une fois que la lutte est arrêtée, ben, c'est l'accueil, l'acceptation, et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Toi, Laurine, pour cette lutte, Ouais. ça a été quoi tes Bah, armes, entre guillemets, ou comment t'as ouais. réussi à lâcher prise, peut-être? Bah, ça a été, alors déjà, je me reconnais aussi beaucoup dans ce que tu dis, puisque c'est vrai que le problème de ces maladies auto-immunes, notamment quand c'est que esthétique, c'est moi personnellement, j'ai tous les symptômes de quelqu'un qui a le cancer finalement, enfin en tout cas qui est en traitement contre le cancer, puisque la chimiothérapie fait perdre les cheveux, les poils sur le visage, etc. Donc le regard des autres est hyper dur parce que on te renvoie l'image de quelqu'un qui est malade alors que je ne suis pas. Enfin, c'est ça la complexité, c'est que j'ai une maladie auto-immune mais qui n'est pas dangereuse pour ma santé. Enfin, c'est hyper paradoxal, quoi. Donc je ne me sens pas malade, mais en même temps j'ai les symptômes de quelqu'un qui l'aide. Donc pour gérer ça, voilà, j'ai demandé l'ALD une année pour être remboursée au maximum de la dermato, et puis en fait tout ce qui vient en annexe, c'est-à-dire que moi je fais de la pigmentation, la micropigmentation des sourcils, pour avoir l'air de quelqu'un qui va bien à un minimum, quoi. Les perruques aussi, ça coûte extrêmement cher et c'est quasiment pas remboursé. Et en fait ça a duré 1 an, et quand mon médecin traitant a fait la demande de renouvellement, j'ai reçu une gentille lettre de la Sécu qui m'a dit que je n'étais pas assez malade, donc que je pouvais aller me faire voir, quoi. Voilà. Donc on se retrouve confronté à des choses comme ça, on devient fou en fait, parce que, enfin bref. Mais de toute façon, les maladies auto-immunes, elles sont pas du tout prises en compte. Je pense de plus en plus là, on découvre donc, mais c'est vrai que au niveau de la société, c'est quelque chose qu'on met sous la table. Et puis... C'est ça. Et surtout quand on nous renvoie à chaque fois dans la tête que c'est juste psychologique et que c'est pas grave. C'est ton sujet, ouais. C'est pas grave, non, mais il n'empêche qu'on se lève tous les matins, qu'on se voit dans le miroir et qu'on se dit c'est pas grave, mais en même temps j'ai envie de chialer tous les jours et je me sens moche et je me sens pas à moi. Enfin, c'est terrible, quoi, au niveau de l'identité et tout. Et c'est vrai que mes armes, très vite, c'était déjà de porter une perruque, parce que moi j'avais besoin déjà d'avoir une protection physique, parce que encore une fois, de perdre mes cheveux, c'était perdre mes défenses face à l'extérieur. Et donc de porter une perruque, pour moi, c'était un camouflage, et ça me permettait aussi de me fondre dans la masse et de pas être vue, parce que je ne voulais pas être vue, et pourtant cette maladie me met en lumière finalement. Donc de porter une perruque et surtout de me maquiller. Et tu disais tout à l'heure que toi tu te maquillais pas. Moi à la base, en étant une jeune fille ado ou quoi, je me maquillais pas beaucoup. Enfin, et là je me suis retrouvée à devoir mettre des faux cils, à devoir faire de la micropigmentation, ce qui coûte cher et ce qui fait mal en plus. C'est voilà, on dit qu'il faut sourire pour être belle, mais non. Et pourtant j'ai pas le choix. Enfin voilà. Et en fait je m'inflige des choses, mais encore aujourd'hui, mais pour être le plus naturel possible justement et correspondre au maximum à l'image que j'ai de moi, parce que quand je me vois dans la glace sans maquillage, sans artifice, c'est pas moi en fait. Enfin, c'est-à-dire que de base quand j'ai des cheveux, des sourcils et tout, c'est pas l'identité que j'ai. Et donc il y a un décalage comme ça qui est énorme, et moi mes armes pour me sentir bien au quotidien, dans le cadre de mon métier de guide aussi, parce que je sais que quand on est face à quelqu'un qui a une différence physique, on se pose des questions, et moi j'ai pas envie que pendant toute la visite les gens soient là en train de se demander, se faire des scénarios, qu'est-ce que j'ai, machin, et de pas écouter la visite parce que c'est pas le but, quoi. Ouais. C'est comme quand quelqu'un a un truc dans les dents, on est focus dessus et du coup on fait abstraction de tout le reste. Alors c'était pas mon intérêt. Et puis moi, je voulais me sentir à l'aise, quoi. Et j'ai toujours été, alors autant je me maquillais pas beaucoup, mais j'ai toujours eu des beaux cheveux. On m'a souvent fait des compliments sur mes cheveux et tout. Et j'ai toujours été un peu coquette à ce niveau-là.
Et donc j'avais besoin de retrouver ça, à défaut de pouvoir aller chez le coiffeur parce que j'ai rien à couper, j'ai pas ce plaisir, donc d'aller chez un prothésiste capillaire, de pouvoir me faire un peu coiffer, j'en avais besoin aussi, donc ça c'était important pour moi de retrouver ma féminité par le biais de ces artifices, quoi. Mais oui, après il y a des nanas que j'ai pu rencontrer qui ont une alopécie, qui l'assument physiquement à 1000%, qui se maquille pas du tout, qui porte pas de perruque ou juste un bonnet, enfin voilà. Chacune se réapproprie les choses, mais je pense que moi, mon passé et les traumas que j'ai pu avoir quand j'étais petite m'ont trop, ont trop modifié justement ma perception de cette maladie et surtout mes peurs en fait. Donc la peur du regard des autres. Aujourd'hui, même si les adultes sont un peu plus... Alors ça dépend lesquels, hein. Des fois j'ai des questions hyper intrusives et tout, mais il n'empêche que les gens font quand même un peu attention, même s'ils peuvent pas éviter le regard. Je vais pas avoir des remarques à chaque fois ou quoi, mais il n'empêche que voilà, j'ai besoin de me sentir normale, voilà, et de passer inaperçue. Donc je rebondis juste sur ce que tu disais quand tu étais jeune, donc c'est la blessure qui est... On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est parce que je trouve ça assez incroyable de ce qui a été découvert en fait quand tu avais 6 ans et que du coup on te dit que c'est pas toi, mais c'est ce que tu portes. Et ça, c'est intéressant de voir. Tu peux nous raconter un peu Oui, alors chaque famille a son lot de pas de secrets, mais de failles aussi. Personne n'est parfait. Mais il n'empêche que c'est important de prendre conscience que ce qui peut se passer au sein d'une famille, ça a des répercussions sur les générations d'après. Et il s'avère, pour la faire courte parce que c'est très compliqué, mais que de mon côté, en tout cas de mon côté notamment plutôt maternel, il y a eu des violences au niveau des femmes qui ont été subies. Et ça, c'est des choses qui laissent des marques en fait. Et c'est quelque chose de très moderne de prendre aujourd'hui la décision d'aller voir quelqu'un, parce que pendant longtemps, aller voir une thérapeute ou un thérapeute, c'était un peu considéré pour c'était associé à la folie, quoi. Donc ça, c'était très tabou. Et finalement, moi, en tant qu'enfant, j'ai été le symptôme de choses qui n'allaient pas au sein de cette lignée de femmes. Et c'est comme si j'avais eu une mission en fait de mettre en lumière justement ces violences ou de les régler à minima, quoi, mais de couper cette transmission, parce que de par mon travail, je me suis rendu compte que ça remontait pas qu'à ma mère ou qu'à ma grand-mère, que ça remontait plus loin dans ma lignée familiale. Et j'ai été un peu pas le chevalier, mais la guerrière qui devait stopper cette répercussion et qui devait réparer en fait des choses dans ma famille, quoi. Et symboliquement par rapport aux cheveux, comment t'as découvert que c'était vraiment ça? Parce que finalement en fait les violences sont créées du côté donc des femmes du côté de ma mère, ont créé une croyance dans le fait que être une femme c'est dangereux. Et ce qui représente le plus les femmes aujourd'hui, c'est les cheveux. Et de perdre mes cheveux, c'était comme si je perdais mon identité de femme. Et donc que j'étais protégée comme ça. Donc parce que être une femme, c'est alors ça c'est aussi générationnel, hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, la femme ça représentait pas grand-chose et que c'était plus celle qui s'occupait, qui était dans l'ombre, qui s'occupait des enfants, etc. et dont on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Et il s'avère que non, mais que ces violences faites sur les femmes, sur certaines femmes de ma famille, étaient d'une manière ou d'une autre liées justement à la féminité et aux cheveux en quelque sorte, et ça s'est retransmis. Enfin, moi je suis persuadée que c'est pas anodin que de toutes les maladies auto-immunes qui puissent exister, ce soit celle-ci qui soit apparue chez moi, quoi. C'est quand même très fort. Et en termes d'identité, quand je dois faire mes papiers, mon passeport ou quoi, c'est compliqué. Parce que si je suis vraiment naturelle, j'ai pas de cheveux, j'ai pas de cils, j'ai pas de sourcils. Je dois prendre une photo comme ça, mais en fait, c'est pas moi. Donc, je triche. Parce que quand je prends une photo d'identité, j'ai ma perruque, je suis maquillée et tout. Mais il y a un décalage aussi, voilà. Parce que, le fait de perdre ça, c'est perdre sa féminité. Mais en tout cas, pour en revenir à mon histoire familiale, c'était une protection, quoi. Et pour donner un exemple aussi, pour mettre ça en perspective, j'ai rencontré pas mal de femmes chez qui, en fait, l'alopécie avait été déclenchée de par des violences sexuelles, des abus sexuels. Et dans ma famille, il y en a eu aussi. Et donc, de perdre ses cheveux en tant que femme, c'est se protéger aussi de ça. Parce que du coup, on n'attire plus
en quelque sorte le regard, on n'attire plus le désir et donc pouf, le cerveau, enfin le corps est tellement bien fait qu'il se coupe comme ça, quoi. Donc moi personnellement, j'ai pas subi, et heureusement, de violence sexuelle ou quoi que ce soit, mais je sais que ça a été un gros sujet au sein de. T'as subi par ricochet. Oui, j'ai subi par ricochet, exactement. Aussi bien donc au sein de ma famille que finalement quand je me rends compte aussi de certaines choses, quand j'étais ado ou quoi, de certaines situations dont j'ai pu être témoin, ben à chaque fois ça faisait écho. Enfin, les gens qui m'entouraient, les violences, enfin que moi j'ai pu subir à cause des hommes que j'ai fréquentés aussi, même si ça n'a jamais été aussi extrême que ça l'a pu être pour certaines femmes de ma famille. Il n'empêche qu'il y a un schéma malsain et toxique qui s'est répété dans ma propre vie, puisque finalement, par le biais de la transmission génétique, c'est la seule chose qui se répercutait et qui continuait, quoi. Donc, c'est hyper intéressant. Anne-Sophie, par rapport à des gens que toi, tu peux recevoir, je parle plus à la thérapeute ou à la coach. Quand il y a des gens qui peuvent arriver te voir pour des problèmes comme ça, toi, comment tu réussiras à les accompagner? Est-ce que ça te fait écho ou... Ben, évidemment. Alors, j'ai pas rencontré de gens qui soient venus me voir spécifiquement, on va dire, pour un vitiligo. Si vraiment je fais un vrai focus sur moi. Mais c'est sûr que c'est questionnant d'accompagner des gens sur que ce soit... Alors, je fais pas les maladies, mais sur des troubles enfin c'est pas des troubles d'ailleurs, mais sur des choses qu'ils doivent dépasser, qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Donc moi je suis celle qui va ouvrir la voie pour qu'ils retrouvent leur autonomie, y arriver à le faire, etc. C'est évidemment très questionnant pour moi de me dire bon, et en plus je travaille avec le corps pour libérer les traumatismes qui sont engrammés dans le corps, les passer à la conscience, libérer les émotions, et après le champ est libre. Et donc, c'est évidemment très questionnant pour moi de me dire, je fais ça pour les autres. Évidemment, je l'ai fait sur plein de sujets me concernant aussi, mais celui-là, qui est quand même, je peux dire, hein, tellement visible, c'est au milieu du visage, on peut pas le louper. Je me dis, c'est marrant, qu'est-ce qui fait que cette maladie est encore là? Donc c'est hyper, ça m'a pris la tête. Mon mari aussi me dit, franchement, à quel moment ça va bouger ton truc et tout, parce qu'il me voit avec mes hauts et mes bas qui sont vraiment de plus en plus flat, hein, parce que maintenant je suis vraiment beaucoup plus tranquille avec la maladie. Mais ça peut disparaître parce que tu dis jusqu'à quel moment elle est là. Est-ce que le vitiligo peut s'arrêter complètement? Les maladies auto-immunes peuvent se stopper complètement? Alors, toutes les maladies auto-immunes, j'en sais rien, mais le vitiligo peut s'arrêter. Je peux retrouver ma couleur de peau. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc il peut y avoir une marche arrière. Complètement, ouais. Ça peut revenir. C'est pour ça que je suis quelque part tranquille. En fait, c'est des inflammations. C'est l'alopécie, c'est pareil. Alors, il y a en tout cas pour l'alopécie, il y a des alopécies qui sont cicatricielles, c'est-à-dire que c'est définitif. Ou il y a par exemple l'alopécie androgénétique. Ce sont des femmes qui perdent en intensité et en densité de cheveux, et on le voit parce que du coup les cheveux s'affinent et on voit progressivement le cuir chevelu, etc. Ou là, en l'occurrence, c'est pareil. C'est en général c'est le follicule qui meurt et qui peut pas se régénérer. Moi, dans mon malheur, disons que je l'ai vu avec des repousses parfois, mais ça peut revenir du jour au lendemain, comme ça peut ne jamais revenir. C'est hyper aléatoire. Mais le principe des maladies auto-immunes, c'est des inflammations. Et donc, en fonction de notre état psychologique ou de là où on en est sur notre chemin, effectivement, ça peut disparaître ou pas. Après, chaque maladie est différente. Mais... Et en avançant, j'ai compris que je disais, c'est ma maladie. Tu vois, je disais pas c'est la maladie. Donc, en avançant et en réfléchissant, une fois que j'ai arrêté le combat et que j'ai commencé, on va dire, à discuter avec elle et à me dire, bon, alors t'es une partie de moi, raconte-moi. Bon, j'entends pas grand-chose encore de ce qu'elle peut me raconter. Mais déjà, c'était beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus apaisant de plus être dans cette lutte-là. Oui, et du coup, toi, Anne-Sophie, est-ce que tu as cherché aussi, pareil, à savoir peut-être d'où ça venait, les traumas? Est-ce qu'il y avait des choses transgénérationnelles qui étaient passées à travers ça? Ouais, complètement. Moi, j'ai vachement cherché. Et c'est drôle parce que je vois bien que je suis à cheval à chaque fois entre déni et conscience parce que j'oublie. Donc j'ai encore une copine qui m'a rappelé il y a quelques jours, mais si, tu m'avais dit que c'était parce que à un moment, circonstanciellement, c'est-à-dire dans ma vie, j'avais un patron qui était un sombre connard. C'était un fou furieux qui passait son temps à hurler, prendre son imprimante, l'acheter à travers mais vraiment, hein, l'acheter à travers son bureau, prendre les gens dans son bureau, rester assise, vautrer, insulter les gens, enfin voilà. Et moi, j'étais là à côté à rien dire. Donc c'était au-delà de la circonstance, on va dire
actuelle, enfin à l'époque que je traversais. Et en plus, j'avais accouché 1 an avant et mon corps se remettait en place hormonalement. Donc je me suis dit, comme on m'avait dit qu'il y avait des options hormonales, voilà. Donc une fois que j'ai regardé les aspects, on va dire médicaux officiels du papier, qui sont d'ailleurs il y a une liste aussi longue comme le bras que clair ou pas clair, je me suis dit allons voir qu'est-ce que ça peut me raconter d'autre. Et alors j'ai pas trop vu de transgénérationnel. Mais je voyais quelque chose de l'ordre du visible et du non visible, et un grand paradoxe. C'est-à-dire qu'une fois que la peau est toute blanche, il y a quelque chose qui est beaucoup plus flat et qui est de l'effacement, de l'ordre de l'effacement, donc on va plus me voir. Or, un vitiligo, vu le contraste que ça crée, on me regarde 2 fois, enfin 10 fois plus que si j'avais ma peau normale, ou que j'appelle normale, teintée d'une seule teinte, ma teinte originale, etc. Donc moi, ça me renvoie, c'est plus à ça, c'est-à-dire cette envie d'être dans l'ombre, de ne pas être vue, une forme de protection. Mais pour autant, ça reste paradoxal parce que la peau blanche, elle est hyper attaquable par le soleil. Parce que elle a 0 protection, donc s'il y a du soleil qui arrive dessus, en gros, si je bronze pas, ça devient un rose cochon, donc encore plus moche dans le principe. C'est-à-dire après j'ai 3 couleurs. Donc, en fait, j'ai pas identifié de choses transgénérationnelles, etc., de passé, mais après arrive avec des teintes j'ai plein d'éléments que j'ai pas encore réussi à assembler. Tu vois, et à un moment, j'étais enfant, sous la table de la salle à manger en train de regarder la télé, et il y a mon père qui rentre et qui dit « Oh, j'étais dans le bus, il y avait une femme qui était sublime. » Puis il fait comme toi, Anne-Sophie. Mais alors, elle avait des taches, mais des taches blanches partout. À l'époque, je savais pas que c'était un vitiligo, mais c'est marrant, tu vois, ce fait c'est intriguant, c'est pas marrant, mais ce fait que c'est à mon avis, c'est un truc qui a dû durer 15 secondes dans ma vie, hein. Accumulé avec plein d'autres. Mais qu'est-ce qui fait que celui-là m'ait marqué la fille, je ne sais pas, remarqué, pas remarqué, il y a un truc avec cette histoire-là que j'ai pas encore identifié. Ce que je sais en tout cas, là où j'en suis moi dans le stade avec la maladie, c'est que j'ai compris que c'était et je l'ai senti parce que je fais beaucoup d'expériences par le corps, donc libératoire, et j'ai senti que cette partie-là, à un moment, j'ai senti le vitiligo se décoller et partir, et j'ai senti une part de moi qui l'a ramené en disant non, on le garde encore, on en a besoin. Donc j'ai toujours pas compris pourquoi, mais je sais qu'il y a une partie là, donc j'ai quelque chose à régler qui est peut-être de l'ordre, je sais pas, du désir masculin, tu vois, ça peut-être que parce qu'à l'époque quand j'étais enfant, je touche peut-être du doigt un truc avec vous là. Quand j'étais enfant, donc j'étais une jolie petite fille, j'étais beaucoup regardée, j'étais vachement emmerdée par les exhibos, je pense qu'on a été beaucoup à en voir. J'ai été approchée par un prof quand j'étais petite. Enfin, donc il m'a embrassée dans une salle, il était amoureux de moi, enfin tout ça. Et je pense qu'il y a dû y avoir une mécanique de dire tiens, peut-être que mes enfants, hein, donc ça se déclenche 20 ans plus tard, peut-être qu'avec ça on va me foutre la paix, quoi. Tu vois. Alors après, je fais pas le lien. Encore une fois, à 30 ans, j'avais pas ce besoin-là parce que j'étais assez libre, de pouvoir dire non. Mais j'y pense qu'il y a un truc comme ça qui casse un peu le désir. Tu vois, dans mon imaginaire. Tiens, ça va le mettre à distance. Mais ça prend du temps. Ça m'a pris du temps avant de prendre cette maladie comme un allié. Mon métier me fait dire que toutes les parties de nous sont là pour notre bien. Mais c'est dur à entendre quand encore on va dire j'ai que un vitiligo, c'est encore plus dur à entendre quand t'as un cancer, c'est encore plus dur. Enfin voilà. Mais j'ai cette croyance là. Et depuis que j'ai installé ça et que du coup c'est un peu un poteau quoi, que j'aime parfois et parfois pas, hein, c'est beaucoup plus simple à vivre. On va dire notre relation c'est beaucoup plus apaisé. Et j'ai envie de dire on avance ensemble et c'est marrant parce que 2024 c'est pour ça quand vous m'avez appelé pour venir ici. Je me suis dit, je pense que 2024, ça va être l'année de leur voir. On verra ce que ça va donner.
Mais je me suis aussi fait solliciter par ailleurs pour parler du vitiligo. Et je me suis dit, c'est marrant, personne m'en parle jamais. Enfin, c'est très rare que ça arrive au même moment. Et il y a une part de moi qui est un peu triste. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est encore une fois ce paradoxe de se dire, je suis triste de quitter ma maladie que je déteste et que j'ai envie qu'il s'en aille. Cependant, ça m'a construit. Elle m'a évidemment apporté plein de trucs. Elle m'a évidemment tellement fait chier, quoi. Mais voilà, il y a tout ce, et puis mon travail me permet aussi d'avoir cette sorte de sagesse, enfin de tranquillité avec ça, parce que voilà, ces mécaniques-là, je me les applique à moi aussi, et du coup, ça me rend plus douce avec moi-même en fait, et donc plus douce avec mon entourage, que plein de fois j'étais agressive, raide, parce que, mais sans m'en rendre compte. Après m'être vue dans le miroir, je dis oh là là. À avoir essayé comme toi des crèmes, des teintes, des trucs, enfin bref, 10 milliards de trucs, à me regarder, ah non mais ça c'est trop moche, j'ai mis du fond de teint, de la crème solaire teintée, je dis un truc orange, je dis franchement moche pour moche, là on fait comment, on continue à se les dire, super. Voilà, j'ai été très méchante avec moi-même, etc. Donc, c'est tout un apprentissage de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à faire face aux autres et à leur faire face non plus avec agressivité. Parce qu'à un moment, j'ai regardé les gens droit dans les yeux, genre, je te défonce, quoi. Tu me regardes encore une fois comme ça, c'est qui regarde l'autre? Enfin, je me suis fait des histoires dans la tête qui étaient vraiment épuisantes, contre-productives contre moi, enfin, mauvais pour la relation et tout ça. Et le fait, voilà, d'un seul coup de me dire bon, alors on se parle, et de voir que ça y est, petit à petit, je suis en train de comprendre, mais bon, on verra bien où ça nous mène tout ça. Mais après, c'est assez intéressant aussi dans les maladies auto-immunes parce que c'est ton corps qui se bat contre lui-même. Ouais. Contrairement parce que effectivement, un cancer ou des choses comme ça, c'est pas pareil. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai message du coup quand tu dis que on est deux et qu'est-ce qui veut te faire passer, effectivement, c'est quand quand tu te bats contre toi-même, c'est qu'il y a un combat à l'intérieur et quand tu arrives à trouver la source, c'est là pour concentrer. Et c'est pour ça que, tu vois, quand j'entends les mots de combat, se battre, etc., je me rends compte que maintenant c'est derrière moi et c'est vraiment quel plaisir presque de plus être en combat. Enfin, je sais pas si tu t'as la même chose. On va dire que parfois quand on est dans ces phases-là, mais globalement, moi, c'est vraiment derrière. Et ça devient vachement plus paisible, quoi. Parce que être en combat, en fait, c'est en combat avec soi-même. Donc déjà, il y a le corps qui fait, alors même si ça ne fait qu'un, le corps se bat contre nous-mêmes. Donc premier combat, un combat intérieur. Puis le mental va se battre contre la maladie. Enfin, en fait, c'est une espèce de champ de bataille. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est des troupes, alors qu'on est tous alliés, mais en fait, c'est une bataille à l'intérieur de soi contre soi. Enfin, c'est un cercle qui est complètement inversé pour se faire du bien et être bien, en fait. Et il y a que de soi à soi. Et c'est en ça où quand tu me posais la question au début, tu vois, le fait de l'avoir eu à 30 ans, toi, j'entendais, il y avait tes parents, etc. Il y a un truc c'est très responsabilisant, et je pense que c'est vrai pour toutes les maladies, c'est-à-dire t'es face à ton truc, et c'est toi qui gères, quoi. Tu vois, c'est toi qui vas gérer, et puis comme j'en parlais pas, ça se voyait pas, toi, c'était comme toi, et je me rends compte qu'adulte, il y a moins d'attention. Tu vois, si tu dis que ça va pas, évidemment, les gens sont là pour toi, mais si tu dis pas que ça va pas, évidemment que les gens sont pas là pour toi. Enfin, tu vois, et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à en parler, mais plein d'amis m'ont dit mais je savais pas. Tu vois, je savais pas que c'était difficile pour toi. Notamment une fois, on avait loué un bateau pendant les vacances d'été, donc j'avais un chapeau de 1 mètre d'envergure pour protéger du soleil, les longues tuniques que j'évoquais. Tout le monde kiffait, j'étais en larmes. J'étais en larmes, je me disais mais je vais bronzer rouge, je vais être rose, je vais avoir mal. Alors là, pour le coup, ça peut faire mal les brûlures, c'était au début. Et tout le monde kiffait, je dis mais je veux pas aller sur ce bateau, mais et puis en plus tout était à l'envers. Comment ça, je kiffe pas monter sur un bateau l'été pour aller faire une virée. Et j'ai pleuré, je disais non mais je veux pas. Et puis ils m'entendaient pas parce que je disais pas là comme je dis là, je dis là. Donc ça se voyait pas, c'était dans une espèce d'élan. Et là ce jour-là, je me suis dit non en fait ça suffit, je dois en parler, ils doivent m'entendre en fait, je dois me faire entendre, parce que évidemment que ça viendra à l'idée de personne de me dire un bateau c'est naze, on va pas y aller. Enfin je caricature, mais
Et donc, et vraiment à partir du moment où je me suis mise à en parler, il y a eu des attentions allant dans ce sens-là. On va peut-être pas y aller à midi parce que le soleil bat son plein. On va se lever plus tôt. On va faire ça le soir. Et donc voilà. Et puis ça m'apaisait vachement parce que c'est des pics de stress. C'est très personnel. Tu vois, il y en a, ça va être. Moi, c'était le rose. Parce qu'effectivement, c'est la partie où quand tu fais pas gaffe, ça peut faire mal. C'est une brûlure premier, deuxième degré en fait. Alors c'est localisé, hein. On parle pas d'un bras, enfin quoique si ça t'arrive sur tout le bras-ci. Mais voilà, c'est vraiment la libération passe à la fois, en tout cas pour moi, par l'alliance, le fait de dire bon bah maintenant on est ensemble, on fait quoi de ça, et de se faire aider par ses proches et par qui on trouve comme appui Enfin, moi, ça m'a vachement aidé à... Mais c'est ça. Et en plus, comme c'est des maladies qu'on connaît pas forcément, en fait, je pense le fait d'en parler. Et du coup, je pense aussi en ce moment, avec tous les réseaux, Instagram, tous les mannequins qui ont du vitiligo, ça, c'est des choses qu'avant on voyait pas. Ouais. Même Édouard Philippe. Bah oui, Grand mais mannequin. c'est ça. Grand mannequin. Non, mais c'est fou, mais c'est vrai. C'est-à-dire que et même l'alopécie, tu vois, plein de femmes qui enlèvent leur perruque comme ça, qui disent, bah, maintenant, je me montre vraiment qui je suis et tout. Et le fait d'en parler, en fait, ça démocratise un truc et en fait, c'est beaucoup mieux reçu. Ouais. Mais c'est hyper compliqué parce que déjà c'est des maladies, alors en tout cas là je vais parler pour moi, mais qui nous isolent beaucoup. Si on n'a pas de référence à proximité dans son entourage, enfin moi je sais que au-delà de quand j'étais petite, quand j'ai recommencé à perdre mes cheveux, ne serait-ce que pour aller chercher une perruque, bah, je savais pas où aller, quoi. Parce que personne dans mon entourage n'a été obligé d'en porter une ou n'en est arrivé là. Donc, je vais où? Je fais quoi? Donc, j'ai tapé sur Internet, etc. Mais quand on sait pas, on est hyper désemparé. Donc, on est seul face à justement au fait de se prendre en charge et de dire bon, qu'est-ce que je fais? À quelle porte je vais taper, etc. Mais après, c'est vrai que moi, je sais qu'en étant petite et en voulant protéger mon entourage de ce que je vivais intérieurement, parce qu'aussi ça me faisait mal de voir mes parents désemparés. Enfin, j'ai des images assez fortes de ça, quoi. Et donc j'ai reproduit le même schéma quand ça a recommencé, où je me suis à nouveau isolée. J'ai vécu tout intérieurement et seule. Quand je me suis rasé le crâne, j'étais seule. Enfin, à chaque fois, j'ai vraiment fait ça seule. Et ça détruit encore plus, quoi. Et de pas dire quand ça va pas, etc. Bah, ça nous isole aussi socialement. Moi, je sais que dans mes proches, aujourd'hui, j'essaye d'inverser un peu les choses, mais ça reste compliqué. Quand j'ai vraiment des phases où je suis hyper mal, parce que quand je me regarde le matin, ça va pas, et que je suis plus dans le combat, mais il n'empêche qu'il y a des phases parfois où moralement où je fais plein de choses et quand je vois qu'il y a pas de résultat, ou alors qu'il y en a un, j'ai des super repousses et puis que d'un coup je ne sais pas pourquoi ça retombe et que je peux pas l'expliquer et que je me dis mais merde, justement mon corps était redevenu un allié et en fait non, d'un coup il se dit ah bah non, on repart à zéro, quoi. C'est hyper dur. Et enfin, pour moi, des fois, c'est compliqué d'aller en parler à mes proches parce que de voir potentiellement leur déception. Enfin, tout ça, ça fait un effet miroir qui est compliqué à gérer. Mais c'est vrai que d'en parler, effectivement, ça permet d'apaiser. Alors, du coup, moi, c'est pas par rapport au soleil forcément, mais c'est vrai que des fois, je suis face à des situations assez cocasses aussi, parce qu'il y a plein de choses que moi, je peux pas faire, surtout quand je suis maquillée, que j'ai ma perruque. Mais un truc tout con, si je dois aller dans un parc d'attractions, je vais pas faire les manèges, quoi. Parce que ou alors je vais avoir une capuche par-dessus ma perruque serrée à fond avec vos plaisirs. Mais oui, zéro, quoi. Et c'est vrai que les gens le comprennent pas forcément, mais moi je suis pas bien. Il y a des attractions que je veux pas faire, mais pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je peux pas, en fait. Et donc je passe pour la relou de service qui veut pas faire un manège ou qui va rester avec les sacs à attendre. Enfin, c'est... Tu vois, quand je t'écoute et quand je m'entends parler avant en disant c'est que esthétique, machin, en fait, je réalise là qu'en fait c'est quand même une maladie. Qu'en fait c'est ok, c'est pas un cancer, mais c'est comme quand tu dis ça va, c'est pas grave, je me suis fait amputer d'une jambe, il y en a qui ont perdu leurs enfants. En fait, on peut toujours se comparer au pire. Non mais tu vois. Mais oui. Et en fait, prendre à sa juste mesure que c'est une maladie du corps et que ça a des conséquences psychologiques majeures. En fait, c'est encore plus important parce que je réalise que j'ai tendance à le minimiser parce que pour toutes les raisons évoquées. Bah non, en fait, parce que
Ouais, parce que la psychologie, ça a un poids. Et c'est vrai que la médecine traditionnelle le reconnaît pas. Tu vois, il y a qu'à voir, vous n'êtes pas remboursé, ce n'est pas assez grave. Et et pourtant, on sait bien que le poids du mental, du moral et tout ce qui va avec t'as employé des mots très forts hein, quand t'étais petite pour parler de la destruction, de la mort, t'es enfant. Enfin, c'est des mots d'une violence et qui ne se voient pas. Non. Donc, tant qu'on n'affirme pas que c'est une maladie et qu'on ne se le reconnaît pas à soi-même aussi, hein, et du coup de la mettre à son juste endroit, parce qu'on n'ira pas défoncer quelqu'un qui a un cancer. Enfin, tu vois. Donc c'est la même chose pour soi ou n'importe quelle maladie d'ailleurs. Et donc c'est de remettre, ok, bah moi aussi en fait, j'ai une maladie, c'est celle-là, et d'apprendre à en parler. Et donc plus on pratique, donc parfois peut-être qu'au début, moi je me souviens au début j'étais assez maladroite parce que je pouvais être soit avoir des trémolos, soit parler trop, mais au moins j'ai ajusté le discours et puis à un moment j'ai commencé à me faire entendre, ce qui est ça qui était important. Et donc c'est vachement important de se dire même si on est malade. Et donc, c'est important de se faire épauler parce qu'on a entendu on ne sait combien de fois de gens qui ont eu un diagnostic, qui se sont retrouvés dans la rue, tout seuls, à se dire, OK, j'ai ça, and so what? Et c'est pareil pour ça, quelle qu'elle soit, en fait. Quelle que soit la maladie, c'est important d'être entouré parce que voilà. Je réalise vraiment ça. C'est une maladie et oui, on doit vivre avec et oui, c'est dur et oui, il y a des aménagements à faire pour soi et pour les groupes avec lesquels on est. Mais ça isole encore plus parce que je sais que moi, alors ça va mieux, mais ça m'arrive encore parfois, cette culpabilité justement de se plaindre. Donc, enfin, je sais que des fois, moi, j'ose pas dire quand ça va pas parce que je me dis ça, je répète ce qu'on a pu me dire, à savoir, c'est pas grave en fait, il y a pire, donc en gros tais-toi quoi. Et donc des fois je culpabilise de me plaindre ou de pas être bien mentalement parce que je sais que un tel a ça et ça va pas dans sa vie ou enfin du coup souvent en fait je dis rien parce que je me répète ça, il y a pire, sauf qu'effectivement il n'empêche que ça reste une maladie et ayant un impact psychologique énorme. Et pourquoi on peut reconnaître des maladies comme la dépression en tant que telle, alors que c'est une maladie psychologique aussi, et de pas reconnaître que ces maladies auto-immunes peuvent induire derrière aussi des maladies, enfin une forme de maladie psychologique, puisque il y a des gens qui. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais ça dans la tête aussi en me disant que ça me faisait vraiment penser aussi à sous une autre forme à une espèce de dépression. Oui, où en fait c'est des choses que quand tu es en dépression tu peux ressentir aussi le fait parce que c'est quelque chose qui se voit pas du tout et qui est pas tu peux mourir tu peux te suicider si tu as une très très grosse dépression, mais ça peut arriver aussi si tu as un vitiligo ou si tu perds une alopécie, c'est une forme. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous entendre parler c'est comme si c'était des maladies, alors c'est étrange ce que je vais dire, mais invisibles en fait, parce que même si c'est extrêmement visible, la souffrance qui est à l'intérieur renvoie aussi à une solitude qui est proche de la dépression. Et en fait, c'est vraiment, vous l'avez bien expliqué, ce cercle où en fait, c'est pas grave, mais en même temps c'est compliqué et en même temps tu peux pas en parler. En même temps, plus c'est comme ça et plus ça devient visible. Enfin, vous l'avez vraiment extrêmement bien. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment entendu et compris. Enfin, compris, je sais pas. En tout cas, j'ai essayé d'avoir une compréhension de ça et je pense que ça fait écho à plein de. Même si on n'a pas été touché par une maladie auto-immune, ça peut renvoyer à sa propre façon de se comprendre et de se voir en fait. Mais parce qu'on fait tout ça en fait, se dire c'est bon, il y a pas de danger de mort, donc je me tais, il y a des gens qui sont pires, ça c'est un truc très et donc on se dit non et on met sous le tapis tous nos c'est une grosse erreur. Mais c'est de plus en plus reconnu, comme tu disais, c'est pas comme la dépression qui maintenant est reconnue. Bon, c'est quand même assez récent que la dépression, le blackout, tout ça et tout, ça commence à rentrer et que les gens commencent à s'en préoccuper, donc ça veut dire que le bien-être mental exactement au sein de n'importe quel milieu, même surtout au niveau du milieu professionnel, ça commence à être pris en compte. Mais c'est vrai que c'est des maladies où quand je dis que j'ai fait tout ce que j'ai pu, je pense que je pouvais pas faire plus. J'ai été donc suivie à l'hôpital Saint-Louis par les deux grands spécialistes de l'alopécie en France, le docteur Assouli et le docteur Mattard. Et même eux, en fait, je me souviens du docteur Assouli qui me disait, mais en fait, c'est une maladie qu'on ne comprend pas, puisque tout ce qu'on va tester, on pourra, peut-être que ça changera, mais en tout cas, c'est quasiment impossible de vérifier que ce soit réellement l'efficacité du traitement qui va induire derrière la repousse, ou si c'est juste une repousse spontanée.
en fait. Et de par ce fait, c'est très compliqué de cibler des traitements qui peuvent fonctionner ou pas. Enfin, c'est voilà, parce que justement, il peut y avoir cette En fait, il y a autant facteur. de vitiligo, d'alopécie, de maladies auto-immunes que de personnes. Ouais, exactement. Bah oui, c'est ça. On arrive à la fin déjà. Oui. C'était trop rapide. J'ai encore envie de vous poser plein de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un petit mot de la fin, ou est-ce que vous êtes Un un conseil peut-être, ouais. Enfin, moi, je sais que ce qui m'aurait beaucoup aidé quand ma maladie s'est réenclenchée il y a quelques années, pour contrebalancer la solitude et avoir des bons plans, des machins, c'est la communauté. Et je pense que quand on est face à une maladie comme ça, il faut pas hésiter, enfin aujourd'hui, à faire appel aux réseaux sociaux, parce que ça peut avoir son lot de problèmes, mais ça a aussi cet effet magique de pouvoir connecter des gens qui se seraient jamais connectés autrement. Et il y a plein de communautés sur Facebook, Instagram, etc., de gens qui partagent leurs expériences avec ces situations-là, et il faut pas hésiter à y faire appel. Tu nous donneras, comme ça on Ouais, notera bien à la sûr. fin de la description pour les gens. Bien sûr, bien sûr. À noter ce que Ouais, avec plaisir. qui t'ont aidé, ou Tout même à la fait. dame, enfin pour les Oui. perruques, tu vois, ça peut Oui, être oui, sympa. si besoin, ouais, On pour pourra noter le lien. les adresses, etc. Carrément, si ça peut aider, avec grand plaisir. Et toi, t'as un petit... Alors moi, je te rejoins tout à fait là-dessus, et je rajouterais une notion de rythme, c'est-à-dire c'est des maladies, faut le temps de les digérer, faut le temps de les accepter, ou pas d'ailleurs, mais c'est accepter qu'il y a des phases. Voilà, c'est qu'il y a des phases où on est bien avec, il y a des phases où waouh, quelle horreur. Et donc c'est d'être vraiment le plus possible dans le respect de son propre rythme, pour justement petit à petit sortir de ce combat, parce que pour l'avoir vraiment vécu, c'est la paix avec la maladie, c'est-à-dire le fait de pouvoir l'observer déjà, est un vrai soulagement, et ça crée de l'espace pour faire plein d'autres choses en fait, parce que qu'est-ce que ça peut bouffer du disque dur en fait si on est là-dedans. Et donc plus c'est être dans l'acceptation de cela, et d'utiliser ces communautés, etc., pour en parler, pour banaliser le truc. Qui Voilà. sont bienveillantes souvent, Ouais. et il faut être bienveillant aussi avec soi-même surtout. Ouais. Et aussi se rendre compte qu'en parlant, les gens sont sympas. En fait, les gens sont en attente, les gens tombent de leur chaise quand ils réalisent qu'ils étaient pas là alors qu'ils auraient pu le faire et tout. C'est Donc, vrai. il y a vraiment ça. Il y a plein de petites histoires qu'on se raconte, et ben au lieu de se les raconter, racontons-les, et on verra bien le vrai feedback plutôt que ce qu'on a en tête. Merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment Merci à vous. très touchant de vous avoir sur notre petite tente. Merci de nous y avoir accueillis, en tout cas. Ouais, c'était très agréable. Oui, tout à fait. Bon, bah, à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.